Déjà au niveau des infos, effectivement, comme disait Achrono, on a des GBTC qui sont en train d'être sortis et potentiellement vendus. En tout cas, on n'en a pas la preuve pour l'instant, mais on a eu entre 4 000 et 8 000 BTC, donc ça fait quand même une petite somme, qui ont atterri, sur Coinbase tout à l'heure. Donc je pense que pour ceux qui suivent du côté de Twitter, vous avez déjà vu passer les infos. Mais en gros, ça laisse se poser pas mal de questions de ce que sont en train de faire Grayscale depuis qu'ils ont la possibilité justement de vendre et de convertir. Après, quelque part, je me dis, par rapport à ça en particulier, Grayscale ont tout intérêt peut-être à se débarrasser du GBTC une fois converti pour pouvoir repartir sur une base saine et solide, ou peut-être qu'ils ont juste besoin de liquidité, j'en ai aucune idée. Donc, comme d'habitude, on en verra un peu plus tous les aspects dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Mais c'est vrai que là, dans l'immédiat, les analystes on-chain ont pointé le fait qu'il y avait des milliers de bitcoins qui se sont dirigés du côté de Coinbase. Mais on ne peut pas savoir si c'est pour être vendu justement au travers de l'ETF spot ou si c'est pour être vendu tout court au marché. Donc voilà, ça peut renforcer un peu le sentiment à court terme. Malgré tout, quand on regarde les chiffres, je crois qu'on est entre 3 et 4 milliards sur les 2 premiers jours qui ont été échangés, peut-être même un peu plus. Il y en a qui disent moins, mais là aussi, c'est assez difficile de s'y retrouver sur tous les chiffres qui circulent. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être mal parti pour les ETF spot. Ça n'empêche pas que quand on regarde en mensuel, je vais vous passer le Bitcoin rapidement. On avait en hebdomadaire, c'est déjà bien pentu, hein, c'était vraiment pas mal, mais en mensuel, on était sur 4 mois et demi du coup de hausse consécutive. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis le bull run de 2021. Donc, il y a un moment, j'enlève tous les petits gris-gris au milieu. Voilà, on a eu une année 2023 qui a été très porteuse. On a eu l'anticipation des ETF spot, plus potentiellement du halving, où ça s'est aussi pas mal passé. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je ne m'attendais pas à revoir un Bitcoin aux portes des 50 000 $ aussi rapidement, et même à 40 ou 45 000, hein, pour être tout à fait honnête. Donc, j'ai vu pas mal de personnes de la communauté, notamment sur le Discord, de prendre des profits ces derniers jours avant que le marché retrace, et notamment en s'appuyant sur le simple fait, et c'est quelque chose de tout à fait légitime et louable, sur le fait qu'il y avait pas mal d'euphorie autour de l'ETF spot, et que on était un peu dans le mood à l'introduction en bourse de Coinbase. Alors, la phase était quand même somme toute différente en avril 2021, mais c'est vrai que ça ressemblait quand même pas mal, en tout cas voilà, dans le mood global qu'on pouvait y voir, et notamment les institutionnels qui agitent ce drapeau-là, de dire oui, regardez, ça y est, les grands spots télévisés, etc., tout va bien se passer. Et bon, là pour l'instant, la bougie hebdomadaire, elle est vraiment dégueulasse, hein. La semaine n'est pas finie, bien entendu, mais quand on regarde comme ça, voilà, c'est quand même une bougie qu'il va falloir observer, une clôture hebdomadaire qu'il va falloir observer, et on verra donc ce que ça donnera. Sachant que là, pour ceux qui font un peu d'analyse technique, on était venu chercher autour de 48,5, 49, le 0,618 de Fibo non logarithmique de l'intégralité du mouvement de baisse qui avait débuté autour de 69 000 $ et qui avait terminé sur les 3 mèches ici de novembre 2022 autour de 15 500 $. Et c'était notre point bas du bear market. Je ne pense pas qu'on revisitera ce genre de point bas, et notamment après le halving, mais on ne peut jamais dire jamais sur les marchés, puisque comme on l'a vu au moment du crack Covid en mars 2020, eh bien, on a quasiment retapé les points bas de décembre 2018, et ça, c'était totalement imprédictible. Donc, comme d'hab, je suppose qu'on n'aura pas de signe noir après en avoir eu un en 2020. Mais voilà, il faut toujours se prémunir de ce qui peut arriver effectivement dans un futur plus ou moins incertain, et dans une instabilité mondiale qui a l'air de monter un peu crescendo. Je regarde le chat, et bonsoir à tous ceux qui ont rejoint en cours de route. Bonsoir ou bonjour d'ailleurs, selon où vous vous trouvez, voilà. Hem, alors,
Merci le Moutle Rouge pour ton abo. Du coup, 36e mois consécutif. Je pense que c'est le max du max. Merci beaucoup. Alors, donc que dire? Je vais essayer de faire à la fois un peu la rétrospective, vous l'avez là sous les yeux, de ce qui s'est passé depuis début 2023. En termes de retracement maintenant, ce qui pourrait nous attendre. Alors là, la bougie, comme je disais à l'instant, en hebdomadaire, elle est pas glop pour l'instant. La semaine n'est pas terminée, mais bon, voilà, c'est une introduction qui a été très largement anticipée. On a eu le petit sursaut d'euphorie, les 50 000 et tout ça, le petit excès. Le crypto fear and greed n'était pas très loin de passer dans l'extrême euphorie, mais je crois qu'on n'y est pas totalement passé. Toujours est-il, ça entraîne derrière une prise de bénéfices assez importante du côté du Bitcoin. On avait Ether qui a pas mal tenu, mais qui petit à petit est en train aussi de se faire un peu repousser. C'est dommage parce qu'on avait ETH BTC qui était en train de se retourner vraiment. On a un plus 25% hein, sur les derniers jours. Donc, on va voir là aussi ce que ça donnera, mais on a Ether qui tient un tout petit peu mieux que le Bitcoin pour l'instant. Ça ne va pas durer. Si le Bitcoin se retrouve à 40 000 dollars, il y a tout qui va suivre derrière, bien entendu. Mais pour le moment, voilà, on avait cet état de fait autour de Ether qui était en train un peu de se réveiller et de démontrer une certaine résilience. Qu'attendre des prochaines semaines? Donc, si jamais on avait un retracement un peu plus profond, eh bien, je ne vais pas faire des fibos inversés, etc., puisque finalement, les niveaux, on les a déjà plus ou moins sous les yeux. On a un niveau ici, ben, pas très loin de là où nous nous trouvons, autour de 42 500, pour pas dire voilà 42 000. Un autre autour de 39 000. Et les zones clés, les zones charnières pour le Bitcoin, vraiment, c'est autour de 35-36 000. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait être atteint avant ou après le halving, sans remettre en considération de quelque nature que ce soit la trend haussière. Là où on se poserait de sérieuses questions, c'est si on revenait plus tard, revisiter plutôt sous les 25 000 dollars, par exemple. Alors, ça fait un delta qui est extrêmement important, vous en conviendrez, mais pour ma part, d'un point de vue de l'analyse technique pure et dure, et comme d'habitude, je ne suis toujours pas ni un Nostradamus ni un expert autoproclamé en trading ou je ne sais quoi, donc j'essaie de donner des basiques ultra basiques. Il y a sûrement des personnes qui sont bien plus calées que moi pour faire du court terme. En gros, pour moi, on n'est pas censé revenir bien longtemps travailler cette zone si un jour on avait quelques désillusions, que ce soit au cours de 2024 pour le marché crypto, donc entre 25 et 32, 35 à peu près. Ça, c'est des zones qui seront atteintes si jamais on avait de nouveau des catalyseurs baissiers. Pour l'instant, j'en ai pas en tête particulièrement, mais voilà, c'est quelque chose qui pourrait arriver si on avait des problématiques liées au marché crypto ou bien des problématiques externes, c'est-à-dire le fameux marché américain qui viendrait à se prendre les pieds dans le tapis, comme on en a souvent parlé dans la quotidienne, puisque depuis l'automne à peu près, voire même depuis l'automne d'avant, c'est-à-dire en 2022, on a bien profité de 2023. J'ai profité des actions en 2023, même si j'étais pas convaincu et tout ça, puisqu'à l'automne 2022, tout le monde était extrêmement pessimiste sur les marchés. Donc, ça m'a permis de faire ma vraie entrée, on va dire, en bonne et due forme dans les marchés traditionnels, les actions américaines, le PEA, etc. Ça faisait pas mal de temps que je faisais un DCA, mais c'était tout à fait anecdotique par rapport aux cryptos. Là, j'ai bourré un peu plus fort à compter de l'automne 2022, sans grande conviction, mais parce que tout le monde était très pessimiste. Et force est de constater que 2023 a été très porteuse, etc. Après, c'est pas pour autant que quand je regarde le SP500 qui vient titiller à répétition les 4800 points, qu'on a un RSI hebdomadaire qui est très haut, etc. Moi, ça, pour moi, j'ai pas franchement envie immédiatement de re-rentrer. Il y a toutes les chances plutôt qu'on essaie de venir chercher des targets plus basses plutôt que d'avoir le breakout et la montée en permanence super verticale avec un RSI qui viendrait de nouveau crever les plafonds et derrière, on se reprendrait une tôle. Donc, là, pour moi, le premier semestre 2024, ça va plutôt tourner plutôt que sur les cryptos autour de ce que va faire le marché américain. Et on a notamment le pivot de la Fed. Et ça, c'est quelque chose, on ne sait toujours pas si ça va intervenir au premier trimestre ou au second trimestre 2024, mais ça va être quelque chose de décisif pour le marché américain. Pourquoi ? Puisque pour l'instant, on voit qu'on a certains marqueurs qui sont en train de se dégrader, notamment du côté des emplois aux États-Unis.
Alors, c'est pas des gros pourcentages, hein, c'est des petits décalages pour l'instant. On a eu le CPI, l'inflation qui est paru, qui a été légèrement au-dessus aussi de 0,2 et petit à petit, mine de rien, voilà, on a des petits décalages par rapport au consensus qui, lui, reste extrêmement positif toujours et se dit que, la Fed est parvenue à enrayer l'inflation et c'est pas ce qu'on voit, en tout cas au niveau des chiffres, en tout cas pour le moment. Donc, c'est ce qui me met sur la retenue depuis ces dernières semaines. Pour autant, au niveau du marché crypto en tant que tel, voilà, on a probablement une prise de profit qui est due et qui tombe à pic, j'ai envie de dire, au bon endroit, au bon moment par rapport à ce qui est arrivé aux ETF spot. J'étais le premier à vouloir me laisser convaincre de revoir un ATH 70 000 dans la foulée, etc. Mais je pense que pour ceux qui suivent la quotidienne et les lives, j'ai quand même émis d'énormes réserves par rapport à tout ça. Donc là, c'est pas une surprise ce qui est en train de se passer. Je voulais y croire, mais ça ne me surprend pas que ça se passe un peu dans ce sens-là, de plutôt avoir quelque chose où on a des prises de profit. Je ne sais pas si on peut le qualifier de sell the news pour l'instant, puisqu'on reste voilà sur un retracement qui est ce qu'il est, mais qui, quand on regarde la trend, est tout à fait mineur pour le moment. Et bien que la bougie hebdomadaire soit archi dégueulasse, pour ceux qui font un peu de chandelier japonais, si la semaine d'après, on vient faire un avalement et qu'on se retrouve à 38 000, voilà, ça commencera à devenir un peu compliqué là pour défendre, enfin, du moins pour le très court terme, comme d'habitude. Après, pour ceux qui font du long terme, eh bien, ça va permettre au cours de 2024, comme d'habitude, de faire ces petites entrées en DCA, tranquille. Et je suppose, quand bien même on aurait de la volatilité qui reviendrait balayer, comme on l'a vu à l'instant, du 35-40 000 dollars, voilà, est-ce que plus tard, on vise tout simplement ce genre de petite amplitude ou est-ce qu'on vise les fameux 70 000 de l'ATH et plus par la suite au cours d'un cycle haussier et au cours d'un bull run qui, là aussi, tout le monde n'est pas d'accord. On l'a vu l'autre fois avec Bitcoin lors de la masterclass. Lui pense que ça peut dégoupiller en 2024 réellement, alors que quand on observe les cycles de 4 ans, le bull run serait plutôt dû pour 2025. Donc c'est là où aussi, de mon côté, le narratif, j'ai bien envie d'y croire avec l'ETF, le halving et tout ce qui va bien. Mais au niveau du timing pur et dur, on n'est pas encore tout à fait dans les clous. Et on a ce fameux pivot de la Fed à venir sur lequel on n'a aucune visibilité, plus le nouveau président des États-Unis à l'automne 2024. Donc ça fait beaucoup d'incertitudes. On a aussi pas mal de tensions géopolitiques, de conflits qui continuent et peut-être plus tard d'autres conflits, etc. Donc c'est vrai que la lecture macro est extrêmement difficile et bien heureux celui qui saura prédire à 6 mois ou à un an où nous en serons par rapport à maintenant. Je lis un peu le chat pour éviter de trop parler tout seul, du coup. 12.20 API sur du Matic sur AAV possible tout en les gardant sur la Ledger. Je suis pas sûr de comprendre ta question puisque, enfin, si tu peux conserver tout sur ta Ledger et bénéficier de rendements sur AAV, oui. Si la question c'est est-ce que en ayant tes cryptos sur ta Ledger, tu peux participer sur AAV, la réponse est oui, oui, bien entendu. Et même c'est le top puisque tu sécurises au max ce que tu es en train de faire. Et ouais. Après, en wallet, tu peux utiliser Rabi en remplacement de MetaMask, mais faites bien attention à ce sur quoi vous cliquez. Rabi n'est pas disponible, je le dis, je le répète et je le répéterai à chaque émission, n'est pas disponible sur mobile. Donc, c'est que sur navigateur et vous allez sur le site ra2by.io. Il n'y a que celui-là, le seul, le vrai, l'unique. Vivement les 20K, j'ai pas eu le temps de faire le plein. Franchement, 20K, ça serait chaud, hein. Déjà, à l'époque, quand on est revenu à 20K et qu'on est passé sous 20K, là, on l'a ramené pas large, hein. Le bear market a été flippant sur cette itération. On a fait moins en pourcentage de baisse qu'au cycle précédent, mais c'était la première fois dans l'histoire du BTC qu'on repassait sous un ex-ATH. Et ça, c'était catastrophique d'un point de vue psychologique. D'autant plus qu'en 2022, on a eu Terra UST, on a eu Celsius, on se fait terminer par FTX. Enfin, c'était l'horreur, quoi. Il n'y avait pas un trimestre où il ne se passait rien. C'était horrible. Oui, effectivement, il y a eu une période de réaccumulation qui a été assez monstre.
Là, désormais, après, la question qu'il faut vous poser de votre côté, c'est si vous êtes apte à supporter une volatilité où vous allez voir le Bitcoin probablement faire du 45 à 35 000 ou à 40 au minimum. 45-40, peut-être 35, 35-40. On revient chercher les 50, ça passe toujours pas. Voilà, ça va bouger un peu dans tous les sens. Et je pense que 2024, ça sera ça, hein. Il y a plus de chances, en tout cas sur le premier semestre, je suppose, que ça fasse un peu le yo-yo comme ça et que ça fasse du crabe sans véritablement de trend totalement fourni, que immédiatement on aille chercher les 70 000. Ou alors, ça voudra dire que les ETF spot démontrent qu'il y a effectivement des dizaines, des centaines de milliards qui se répandent dessus et que tout le monde, d'un seul coup, en claquant des doigts, veut du Bitcoin. Mais je pense que ça va être un peu plus compliqué que ça et que ça va se faire un peu plus longuement que ça, au travers du temps. C'est aussi là ce que disaient pas mal d'invités qui étaient très tempérés sur le sujet. Et je pense que c'est aussi raisonnable de penser ça, que de la façon du halving qui intervient tous les 4 ans pour le Bitcoin, l'arrivée de l'ETF est une information majeure, cruciale et qui aura pris une dizaine d'années à arriver, à être acceptée. Mais c'est pas pour autant que du jour au lendemain, il y a tout le monde qui va courir acheter du BTC. Loin de là. Alors, on avait Gaël qui nous demandait, à propos, je suppose que tu as voulu marquer, de Ledger, quelle est la solution la plus économique niveau frais pour vendre ce qu'on a sorti des SEX et envoyé sur notre Ledger, le swap? Alors le swap, sur Ledger, si je dis pas de bêtises, parce que ça fait quelque temps que j'ai pas utilisé Ledger Live, si ça te propose un swap sur, de la DeFi, tu vas être exécuté à un très bon prix. Le souci, c'est que la plupart du temps, ça va te proposer, à l'époque, en tout cas, c'était le cas, je ne sais pas si ça l'est toujours, vous me direz dans le chat, ça va te proposer de passer par Changely avec 2 LY. Changely va te prendre des frais mirobolants, ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu convertis du Bitcoin en Ether, du stablecoin en Bitcoin, de l'Ether en Bitcoin ou vice-versa, etc., tu vas te prendre des 1, 2, 3% de frais sur un simple swap. Donc, la question, est-ce que c'est intéressant d'utiliser la Ledger pour swap? Probablement tant que tu restes sur l'écosystème Ethereum pur, en utilisant, je ne sais pas lesquels ils ont connecté exactement à Ledger pour le swap. Il y a peut-être Paraswap ou OneInch ou je ne sais plus lesquels ils utilisent. Mais à partir du moment où tu vas utiliser Bitcoin et tout ça en swap, c'est assez compliqué, hein. Je pense que tu te prends des frais complètement ouf. Il y a Bano qui nous disait qu'il y a un agrégateur désormais. Ben, autant pour moi alors. Même pour Bitcoin, parce que le BTC, c'est ça un peu la problématique. Vu qu'ils ne vont pas te convertir en WBTC, je pense que c'est une conversion pure. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Je ne suis pas super au fait des conversions swap sur Ledger. Ouais, voilà, pas pour du Bitcoin, on est d'accord. Ouais. Tant qu'on reste sur Ether, ben, ça sera profitable, puisque ça va être des frais qui vont être agrégés, comme il disait. Pour du Bitcoin, probablement qu'il te faudra aller le chercher sur un échangeur centralisé ou pas. Parce qu'on parle souvent d'échangeurs centralisés, mais après, tu as des applications, on pense à Paymium en français, il y en a plein d'autres. Il y avait Stackinsat aussi qui permettait de faire des petits achats récurrents. Voilà, il y a des applications aussi qui te permettent à peu de frais de te fournir du BTC en tant que tel. Donc, c'est plutôt quel actif tu recherches par rapport à ce que tu stacks petit à petit sur ta ledger qui fera la différence par rapport à tes frais. Ou mon pèlerin, effectivement. Alors, je suis rentré au pire moment en septembre-octobre 2021. J'ai mangé le bear market sans pouvoir recharger depuis les 15K car pas les moyens. Aujourd'hui, c'est la grosse question sur la stratégie à adopter. Si tu n'es pas rentré avant, tu vas pouvoir faire un DCA n'importe quand à partir du moment où tu le souhaites, mais surtout à partir du moment où le marché se met à corriger. Le souci et le questionnement que tu dois te poser de ton côté, c'est plutôt est-ce que là, on est déjà dans une phase de marché haussier, ce qui a l'air d'être le cas, ou en tout cas sur des prémices assez importants? Et est-ce que tu as envie immédiatement de commencer maintenant? Parce qu'après, au niveau des timings, c'est une discussion là aussi qu'on a eu très souvent avec des gérants de portefeuille, avec des institutionnels,
avec des personnes qui font que de la bourse traditionnelle, avec des personnes qui font des cryptos, le market timing, la plupart du temps, c'est quelque chose qui devrait être secondaire dans la vie d'un investisseur. Or, dans la crypto, la différence entre si tu rentres à 69 000 sur le top sur Bitcoin ou la différence si tu rentres à 15 000, bien entendu qu'elle est monumentale. Donc là, aujourd'hui, ben, rentrer sur un Bitcoin à 43 500 ce soir, potentiellement, peut-être que ça sera ton premier point d'entrée et ça sera pas à moi de te le dire si c'est le bon endroit, le bon moment ou quoi que ce soit pour débuter ton aventure. Mais après, tout dépend le plan que toi tu vas t'en faire, de si ça continue de baisser, par exemple, jusqu'à 40 ou 35 000 ou que sais-je, de si tu rentres petit à petit, de comment tu rentres, à quelle fréquence, quel est ton plan de sortie derrière et à combien tu penses sortir plus tard. Voilà, tout dépend de comment tu interprètes ton propre plan pour petit à petit t'exposer au marché crypto. Et après, ça arrive à tout le monde aussi de ne pas avoir les moyens. Pour ma part, en 2017, j'avais pas un rond et j'ai regardé tout péter en 2017 sans pouvoir mettre un centime de ma poche. Et je suis rentré en 2018 au plus dur du bear market et j'ai perdu la moitié de tout mon pognon qui représentait les quelques économies que j'avais pu me mettre de côté en toute une vie de travail, entre guillemets, bien que je ne sois pas si vieux, mais voilà. Donc, je ne sais pas s'il y aura toujours une bonne réponse à ça, de rentrer au bon endroit au bon moment. Il y a peut-être quelques chanceux qui ont découvert le marché crypto quand le Bitcoin était à 15 000 et qui sont rentrés au bon endroit au bon moment. Après, pour débuter une aventure, il n'y a pas véritablement de moment clé, de moment charnière. La personne qui est arrivée au top à 69 000, s'il s'est accroché tout au long du bear market, qu'il s'est renseigné et qu'il a fait du DCA, aujourd'hui, normalement, il est en gain, il est très largement en gain. Donc, c'est plutôt ça la question, l'horizon de temps, la fréquence, la récurrence sur laquelle tu comptes investir et après, de ne pas se fixer des objectifs qui sont irréalistes, improbables et au début de viser petit peut-être. Parce que je sais que les primo-investisseurs aussi sur le marché crypto, ils ont tendance à se détourner de Bitcoin et Ether qui sont trop capitalisés, qui bougent peu par rapport aux altcoins et se diriger immédiatement vers les alts qui sont des petites capes pour faire un peu du pile ou face. Ce que je peux comprendre quand on n'a que 100 dollars, par exemple, mais quand on a envie de faire fructifier un capital, c'est peut-être pas le meilleur des moyens de venir sur un marché financier, bien entendu. Est-ce qu'il y aura une petite alt season à court terme? Impossible à dire. Toujours est-il, on a pu observer du côté de Ether que on a eu une relance, on a Arbitrum, on a Optimism, on a tout l'écosystème, on avait Lido, tout ce qui tournait autour de Ethereum a été relancé par Ether lui-même. Une alt season avec un BTC qui est en correction, c'est toujours un peu difficile. Est-ce qu'on aura une continuité de ce rattrapage? Là, de suite, la question m'a été déjà posée ces jours-ci, je ne sais pas du tout. Il faudra observer la Bitcoin dominance, en fait, je vais vous la mettre à l'écran. Et si vraiment la Bitcoin dominance commence à se prendre une tôle, là, peut-être qu'on aura effectivement quelque chose d'un peu plus majeur du côté des alts. Là, tu vois, on a quand même passé d'une bougie de 54, 55 à 51. Donc oui, c'était de l'argent qui rentrait sur les alts. On a malgré tout quelque chose qui pourrait s'assimiler à un double ou un triple top ici du côté de la BTCD. Après, on a un support qui est pas très loin autour de 49. C'est plutôt le jour où on perd ce gros support des 49 et qu'on vient faire ça, là, tu peux parler d'alt season. Voilà. Donc, se prononcer là-dessus immédiatement, trop compliqué, trop, trop aventurieux, voilà, c'est trop complexe. Je pense que Bitcoin, pour encore pas mal de temps, a tous les regards tournés vers lui. Les ETF spot ont tous les regards tournés vers eux. Et ce qui pourrait changer la donne, par contre, du côté des alts, c'est si on a une approbation d'ici entre le printemps, l'été, l'automne maximum, du côté d'un ETF spot Ether ce coup-ci. Alors là, oui, ça peut relancer la machine vraiment de façon assez importante. Et bien que, vu comment ça a été pré-spéculé du côté de Bitcoin, je pense que si approbation il doit y avoir sur Ether, ça se fera dans les prochains trimestres d'un point de vue de la spéculation en amont d'une potentielle décision positive de la SEC. Et derrière, on aura peut-être de nouveau un sell the news du côté de la galaxie des altcoins et de Ether. Mais Ether, franchement, là, il s'est réveillé.
C'est dommage qu'il se fasse un peu saper par Bitcoin à court terme, mais on a un ETH BTC qui vraiment a retrouvé de la vélocité. On a un très beau support qui est bien défini ici autour de 2100 $. Au pire du pire, on revoit 1007, 1008 ici, 1009, comme ça avait été travaillé précédemment. Donc pour l'instant, quand on regarde le chart, toujours en faisant du chartisme entre grands guillemets pour les nuls, et je m'inclus dedans, bien entendu, voilà, on est au bon endroit au bon moment pour Ether et pour les alts. Le Crypto Total 2, c'est pareil, on est à 810 milliards. Donc, on peut considérer qu'on a tout juste renversé la polarité du bear market ici. Je vais essayer de l'encadrer pour les personnes qui n'y connaissent rien en analyse technique, hein, il y en a beaucoup. Phase de baisse extrêmement pentue. Phase de remise à plat ici, dans un petit rectangle qu'on appelle un range. Et ici, on commence tout juste à sortir, à s'appuyer et à commencer un peu à travailler avant potentiellement de repartir. Donc, pour les alts, rien ne sert de courir, rien ne sert de s'exciter immédiatement. On a eu déjà des belles choses au cours de 2023. On aura des belles choses en 2024 et en 2025, mais à court terme, voilà, on a quand même eu une année 2023 qui a été très porteuse. Et comme je le disais tout à l'heure, moi, c'est le marché américain qui me fait un peu peur pour 2024. Le TIA toujours en forme et effectivement, hein, une des plus belles réussites de 2024. J'aurais bien aimé d'ailleurs rentrer en amont sur Celestia. J'avais essayé de contacter la team sur Twitter, je crois. J'avais pas eu de réponse. Et voilà, c'est un projet dont on a parlé de bon cœur parce que c'était un des top projets à attendre pour 2023-2024. Il y a Starknet aussi à venir. Et voilà, pour l'instant, c'est vrai que c'est un des très très beaux projets. Je crois qu'on est à 2,53 milliards de capitalisation pour Celestia. C'est peut-être même sûrement déjà surcapitalisé hein, par rapport à l'utilisation qu'il y a, mais ils ont su tirer aussi le profit de l'écosystème d'Atom Cosmos et de faire des airdrops. Et ça plaît énormément aux gens, ça plaît énormément aux débutants. On vient chercher ses petits airdrops, on vient staker son Celestia, on vient avoir du rendement pour. Enfin, c'est génial, quoi. C'est à l'époque, les personnes qui s'intéressaient aux cryptos en 2016, comme moi j'ai fait, on mettait un petit peu l'ordinateur à tourner avec la carte graphique. On faisait quelques ETH, enfin des poussières d'ETH, quelques XMR Monero, etc. Il y avait du double mining et tout sur certaines paires. Je me souviens, j'avais miné du XDN. Je ne sais plus du tout ce que c'était, mais je minais aussi du XDN. Et voilà, à la fin de l'année, tu étais tout content d'avoir ton petit rendement en ayant laissé tourner ton ordinateur familial. Et là, voilà, Celestia, c'est un peu le renouveau de ça. C'est tout ce qui est proof of stake, staking, node, etc. C'est une belle façon, je pense, de s'intéresser au marché crypto et d'en être récompensé d'un point de vue spéculatif, si toutefois il y a quelque chose à en tirer. Et là, pour Celestia, ça a été le cas. Et d'un point de vue de l'écosystème à part entière, tout en s'intéressant petit à petit aux fondamentaux. Et ça, je trouve ça plutôt cool. 16 milliards, ah ouais, j'étais en full diluted. Parce que au niveau du market cap, 16 milliards pur et dur, ça paraît énorme. Ah voilà, ouais, c'est ça. OK, en diluted. C'était Digital Note, XDN effectivement, ouais. Et 2021 ou 2022, j'étais sur un truc où toutes les semaines, fallait valider des images. Je sais plus comment ça s'appelait. Il y avait des époques en fait et il fallait prouver qu'on était bien un humain et on avait une récompense, dans le token. Si quelqu'un se souvient de ce projet aussi, c'était fou ce truc. Il y avait un Telegram ou un Discord à l'époque et tout le monde allait vérifier toutes les semaines les petites images. C'est ouf. Ouais, Idena, voilà. Purée, mais c'est là qu'on voit tout le chemin qui est parcouru. Hein. Entre-temps, c'est complètement barge. D'ailleurs, je crois que ça existe toujours, Idena. Enfin, perso, je l'ai fait pendant 6 mois, puis ça a fini par me saouler. Mais c'était assez ouf. Et il y avait même à un moment Vitalik qui avait glissé un petit mot par rapport au consensus en tant que tel de vérification qui lui paraissait intéressant. Mais je crois que ça n'a pas trop duré. Quoi. Je ne sais pas du tout où ça en est. Il y a tellement de trucs d'essais, en fait. On est dans un marché de permanent essai. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs qui ne marchent pas. Mais de temps en temps, tu vois des ovnis sortir et tu te dis, waouh, c'est génial, quoi.
au niveau des gens qui apportent voilà, des nouveautés quoi, à l'écosystème. Et les nouveautés d'un jour peuvent, de temps en temps, très rarement, devenir le gros truc de demain, quoi, en tant que tel. Non, mais je sais que j'ai des tics de langage, laisse tomber. Dans l'émission sur YouTube aussi, quand je fais le montage et tout ça, des fois, je répète 8 fois la même chose, mais bon, c'est comme ça. L'action Coinbase qui a bien retracé, allez, on va jeter un petit coup d'œil, hein, tant qu'à y être. Alors, on doit être autour de 100 et quelques machins, 133. Alors là, par contre, vous voyez, on avait bien identifié la zone, hein, autour de 180 à quasi 200. Donc ça, c'est une bonne chose. Probablement que là, en termes de support, il apparaît assez facilement. On en a un à 115 et ensuite, on a la zone de sortie qui est autour de 100, 105 dollars. Là, ça vaut le coup, pour le coup, vu l'amplitude du prix, de faire un petit Fibo des familles. Alors, attention, on est en logarithmique là. Le 0,236, il est à 123 dollars et le 0,382, il est à 95. Donc, je pense que toute cette zone, pour un actif comme ça, qui là, pour le coup, contrairement à Bitcoin, bon, Bitcoin, il a fait un x3. C'est déjà pas si mal. Mais là, pour Coinbase, on est sur un 500% en 2023. Donc là, pour le coup, pour ceux qui font du DCA sur Coinbase, il va falloir respecter les niveaux clés puisque c'est à traiter comme sur la bourse traditionnelle, comme un actif lambda. Alors, il y en a qui le traiteront comme un altcoin ou comme une crypto, mais petit à petit, plus Coinbase va être capitalisé, et je pense que ça sera le cas, c'est quelque chose à clairement pas négliger vu qu'ils ont eu l'honneur d'être choisis par l'intégralité ou quasi-intégralité, puisqu'il y en a 2-3 sur 13 qui ne les ont pas choisis en tant que provider pour les ETF spot. Donc en gros, pour ceux qui n'ont pas du tout suivi le dossier, BlackRock et la majorité des autres ETF spot doivent se fournir en Bitcoin et donc ils doivent passer par une plateforme et c'est Coinbase qui a été la majorité du temps choisi. Ce qui va faire que leur chiffre d'affaires va exploser et que théoriquement, voilà, au niveau de l'action, ça devrait pas mal se passer. Pour autant, c'est pas pour ça qu'il faut payer tout et n'importe comment, exactement comme on l'avait fait un peu au niveau de l'introduction au printemps 2021. Ça sert d'expérience aussi, mais voilà, la trend est bien foutue. On aura des points d'entrée qui sont tout à fait respectables et effectivement, ça a déjà bien retracé, mais on n'est même pas encore sur le premier support là par rapport à Coinbase. Alors ça, c'est une question intéressante. Vu tout ce qu'on voit passer comme token intéressant, penses-tu qu'un petit capital de 1500 euros, est-ce qu'il vaut mieux diversifier sur 20 tokens dans les narratifs prometteurs, quitte à diluer, ou plutôt prendre 5 à 10 tokens et miser plus dessus? Après ça, on rentre clairement dans du conseil en investissement, donc c'est pas moi qui vais te dire quoi faire. Mais si tu veux, c'est les 2 antagonistes dont je te parlais tout à l'heure, enfin probablement peut-être que tu as rejoint en cours de route, mais il y a des personnes qui, malgré le fait qu'ils ont que 1 000 ou 2 000 € à allouer au marché crypto, ils vont préférer la petite performance, mais la «sûreté» entre gros guillemets d'aller sur Bitcoin, voire sur Ether, quitte à faire que 10, 20, 30, tu vois, de performance, ce qui est déjà pas mal à l'année quand on voit la bourse traditionnelle. Ou après, tu as l'extrême opposé du spectre, où tu vas avoir des gens qui suivent les narratifs et qui vont mettre 100 dollars comme ça dans 20 tokens en espérant qu'il y en ait un qui explose. Et potentiellement, effectivement, peut-être que tu auras un coup de chance. Mais c'est vrai que ça serait très difficile pour moi de répondre à cette question de dans quoi il vaut mieux investir en fonction à la fois de l'horizon de temps que tu t'es fixé, mais aussi de tes objectifs. Si ton objectif, c'est tu te dis, OK, ces 2 500 €, ils sont perdus, je tente le tout pour le tout et j'achète un peu tout et n'importe quoi en fonction de ce qui est mis sur les réseaux sociaux ou que sais-je, ou les narratifs. Tu peux effectivement tout perdre, comme tu peux en retirer quelque chose. Mais on n'est plus vraiment dans une optique d'investissement. On est plus dans une optique, je jette une pièce en l'air à répétition et je vois ce qui se passe. C'est plutôt comme ça que je vois le truc en tout cas, et sans être péjoratif, hein, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Voilà, les personnes qui ont investi sur l'AI, les RWA, etc., ça a été porteur sur 2023. Donc, 20 tokens, ça paraît beaucoup. 5 à 10, ça paraît déjà mieux au niveau de la diversification. Après, c'est à toi de voir ce que tu veux faire et comment tu veux investir justement cet argent et quel horizon de temps tu vois.
C'est vrai que c'est très difficile. Là, aujourd'hui, même moi, s'il me fallait recommencer de zéro et tout ça, je sais pas du tout par quel bout je le prendrais, en fait. C'est très, très, très difficile. Même si c'était 1 000 €, 2 000, 5 000, c'est très compliqué au début quand tu veux te lancer de te dire: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète plutôt bitcoin et ether quitte à avoir très peu en «récompense» entre guillemets potentielle?» Et encore ça peut se défendre, ou est-ce que je tente le degen comme ils disent? C'est un peu le tout pour le tout et c'est 2 fonctionnements qui sont un peu différents, tu vois? Tu achètes des ETH et tu farmes les airdrops? Non. Oui, potentiellement. Enfin, je sais pas si c'est une question ou une affirmation du coup, mais oui. Après franchement, je suis pas un très bon chasseur d'airdrop. Je vais être tout à fait honnête, j'en ai eu pas mal des airdrops, mais j'ai jamais été de ceux qui créent des wallets, multiples pour essayer d'avoir, 10 wallets éligibles ou enfin, tu vois le délire? J'essaie de participer un peu à tous les réseaux, à gauche, à droite avec un wallet et c'est déjà pas mal. Mais bon, il y a déjà eu des airdrops aussi où j'étais pas éligible alors que j'avais les conditions remplies donc ça aussi c'est tellement aléatoire tout le temps que voilà. En tout cas voilà pour le global, hein, je suis pas plus inquiet que ça, mis à part que la bougie hebdo elle est dégueulasse pour cette semaine et donc ça sera plutôt la deuxième quinzaine de janvier qui va nous donner le ton, pour la suite. L'introduction de l'ETF spot, ça s'est pas mal passé pour l'instant et par contre, il faut voir cette histoire de Bitcoin de Grayscale qui sont en train de tous migrer du côté de Coinbase, peut-être pour être redeem ou je sais pas trop comment ça se passe. Parce qu'il y a un truc aussi qui m'échappe pour l'instant, c'est est-ce que le trust de Grayscale, ils ont redeem immédiatement leurs shares ou est-ce que ça a juste été converti, 1 pour 1? Donc là aussi, il y a un petit truc où je n'ai pas l'information, peut-être que vous oui, mais voilà. Est-ce que j'ai eu le airdrop de Uni? Ouais, 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 ouais. Et je crois que je l'avais pas vendu trop tôt, ce qui m'a permis d'avoir là aussi, un bon bac de Uni, hein, à l'époque, enfin je sais plus, mais je crois que je l'avais pas vendu. Comme le airdrop de Tia, de Celestia, je l'avais dit, hein, sur Twitter, je comptais pas le vendre, et ça s'est plutôt pas mal passé. Il y avait beaucoup de gens qui étaient très pressés de vendre autour de 2 $ pour Celestia et je me suis dit: «Au vu de la phase de marché, c'était un peu dommage». Mais comme d'habitude, peut-être que Celestia aurait pu finir à 50 centimes et c'est ceux qui auraient vendu à 2 $ qui auraient eu raison. Donc on peut jamais savoir, hein, quand il y a des airdrops comme ça, ce que ça peut donner, quoi. C'est quoi redeem? Bah, en gros, c'est, quand tu rends un actif pour le convertir contre le sous-jacent réel. Je vais te donner un actif crypto qui est très simple par rapport à ça. C'est si tu achètes de l'USDT, en gros, tu donnes 1 $ et on te donne un USDT. Si tu veux redeem, le rendre, à récupérer ton dollar, tu vas devoir aller voir Tether et leur dire: «OK, j'ai votre USDT, maintenant je veux mon dollar» et là, en gros, c'est ça un redeem. J'essaie de simplifier au max, hein. Erratic, il dit: «Il a vendu à 2 $». Bon après honnêtement, je m'attendais clairement pas à une fusée comme ça sur, le TIA. Ça a été une grosse, grosse surprise, hein. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est surcapitalisé très certainement. Mais bon, en bull run, après, il y a tout qui est surcapitalisé. Donc, est-ce qu'on peut le prendre pour décalage, par rapport à la phase de marché? C'est plutôt ça, quoi. Je sais pas pour Starknet, mais je suis étonné que ça soit pas encore sorti. Je pensais que ça sortirait en décembre. Peut-être aussi que Starknet ne veut pas sortir sur une phase de ultra hype autour de l'ETF spot, qu'ils attendent que ça dégonfle un peu. Aucune idée. Mais normalement, ça devait se faire, là, entre décembre et janvier, quoi, hein. Mais j'ai pas plus d'infos que vous et je précise, je suis pas investisseur, sur Starknet. Là aussi, j'aurais bien aimé parce que clairement, comme Celestia, ça va être un des meilleurs multiples, certainement de l'année et encore que la vente de Starknet, si je dis pas de bêtises, je sais pas s'il y a eu une private d'ailleurs, mais je crois avoir vu passer des chiffres où c'était valorisé très, très haut, hein, sur la presale, s'il y en a eu une. Il y a certainement eu une seed, ça c'est clair et net, mais tout était très haut parce que c'était des valos en fait, de fin de bull run. OK, changement de direction chez Starknet, j'étais pas au courant.
Vous voyez, la plupart du temps, vous en savez plus que moi. Mais ouais, ça va être très, très valorisé au départ. Ça peut nous faire une Celestia aussi, comme ça peut retracer vraiment vénère. Donc là aussi, c'est pas parce que le projet est très solide qu'il faut se ruer immédiatement comme d'habitude, hein. Peu importe la capitalisation, peu importe l'équipe, le risque reste le même sur le lancement de quelconque projet. Tu as eu des problèmes avec le wallet Argent X? Ah, c'est bizarre. Bah, du coup, ça, enfin, ouais, c'était la division de Starknet justement pour Argent X. Mais le souci, c'est que tant que tout n'est pas lancé, c'est une version bêta, non? Si je dis pas de bêtises. Ça doit pas être la version ultra finale. Est-ce que j'ai déjà entendu parler de la CeFi, science décentralisée, narrative possible pour 2024? Non, ça me dit pas plus. Là, j'entends pas mal parler en ce moment des d'épines. Je suis en train de creuser tout juste de mon côté. Donc, me demandez pas de vous en parler. Pour l'instant, j'en sais autant que vous, certainement même moins. Mais voilà, il y a pas mal de narratifs qui sortent un peu la tête de l'eau sur ces prémices de cycle haussier. Et c'est difficile de faire le tri, quoi. C'est c'est un peu compliqué. Ça fait un bail qu'on voit plus Marc, tout simplement. Il était en vacances pendant 3 semaines, un mois, et vous l'aurez lundi. Et ce lundi, d'ailleurs, on aura le retour à nouveau de Bitcoin. On aura fait 3 parts avec Bitcoin. C'est vraiment cool. Après, le lundi d'après, on aura encore un autre invité, mais je ne sais pas encore qui c'est qui vient. Et j'aimerais inviter également, ça va se faire probablement assez rapidement, Donovan Ray, qui fait pas mal d'analyses techniques systémiques du côté de Twitter et qui est beaucoup plus orienté bourse tradi, mais qui traite aussi le Bitcoin. Et il a toujours une vision très posée, très pragmatique, très cool, le gars. Donc, c'est vraiment ce genre de personne dont on recherche à s'entourer chez CM, vraiment cool, quoi. Le DOT, j'en pense quoi? Ben, pas plus, pas moins, hein. L'écosystème de Polkadot, il continue à construire, mais ça vous donne un bon exemple de quelque chose qui fait pas de marketing. Donc en gros, Polkadot, ça marche très bien. Il y a un écosystème, ça tourne aussi bien que tous les autres, etc. Mais il y a eu une hyper valorisation au cycle précédent. Et pour l'instant, comme tu le dis très bien, McLaren, il dort. Et la question, c'est, vu que l'argent devient de plus en plus sélectif et de plus en plus, j'allais dire condensé, mais voilà, c'est des flux qui vont juste là où ils ont envie d'aller sur ce cycle. En tout cas, pour l'instant, c'est le pressentiment qu'on en a, avec une smart money qui devient de plus en plus intelligente et les particuliers qui ont de moins en moins de poids et de pouvoir sur le marché crypto. Voilà, Polkadot, est-ce qu'il refera un grand cycle? On n'en a aucune idée. Est-ce que Avalanche refera un grand cycle? Est-ce que IGLD? Est-ce que Atom Cosmos? C'est compliqué. Et plus tard, est-ce que tout ça, ça va pas venir graviter plutôt autour de Ethereum plutôt que d'essayer de juste exister en tant que projet à part entière? C'est plutôt ça la question. On a de plus en plus, alors Atom Cosmos, c'est pas vraiment le cas puisqu'on est plutôt sur l'interopérabilité, mais on a de plus en plus de L1 qui se voyaient comme des Ethereum killers quand ils ont été présentés 2-3 ans en arrière, qui petit à petit sont en train de se dire on va être des L2 sidechain ou que sais-je de Ethereum. Donc ça aussi, le logiciel, il est en train de changer, tu vois. Qu'est-ce que tu nous réserves pour cette nouvelle année? Où est-ce que j'en suis sur mon livre? Alors le livre, c'était un projet 2021-2022. Franchement, j'ai pas repris. J'avais 2 projets en fait d'écriture. Il y a un truc que j'ai commencé il y a peut-être 10 ans, qui était un bouquin d'anticipation et de un peu dystopique, un peu sci-fi justement. Et j'avais écrit une dizaine de pages et c'était plutôt pas mal d'ailleurs. J'ai beaucoup d'idées qui sont notées, mais j'ai pas repris. Mais j'aime bien de temps en temps écrire des trucs comme ça. C'était d'ailleurs la première page, je crois que je l'avais publiée une fois sur Twitter. En gros, et c'est marrant puisque c'est un peu ce à quoi on a été confronté récemment. Je mettais en avant que l'IA nous avait complètement échappé. Et c'était un truc qui était écrit il y a 10 ans. Donc, c'était un peu sur les braises de Matrix aussi, hein, on ne va pas dire le contraire. Mais voilà, c'est un truc qui me turlupinait, si je puis dire. Et en gros, j'avais fait un scénario comme ça où l'IA, on perdait complètement pied avec l'IA. Et derrière, bien entendu, il y avait des rebondissements pas possibles. Et j'ai des idées
qui, à mon sens, n'ont jamais été traitées par rapport à d'autres histoires qu'on lit dans ce genre de livres ou voire même au cinéma. Donc j'avais des trucs qui partaient assez loin. Après, ça part tellement loin par moment que je ne sais pas si ça peut véritablement faire quelque chose. Donc ça, c'est le petit aparté. Et sinon, j'avais pour projet d'écrire un livre sur mon aventure crypto et les 5 dernières années, parce que ça a été aussi éreintant que jouissif, ça a été aussi épuisant que addictif, et ça a été une aventure à laquelle clairement je me serais jamais attendu, à la fois humaine, et bien que j'ai le côté où je rencontre pas les gens, et ça c'est quelque chose qui manque, et je pense qu'à compter de 2024, petit à petit, je vais essayer, voilà, de m'ouvrir un peu plus et d'aller sur des meet-up ou des trucs comme ça. Bien entendu, à partir du moment où je vais sur un meet-up, je vais être dox, puisqu'il y a des gens qui me verront, peut-être des photos qui sortiront ou j'en ne sais rien, des photos pas juste pour me prendre moi en photo, mais des photos de meet-up où on va dire, bah, regardez, il y a VCM ou j'en sais rien. Mais ça, c'est quelque chose auquel je réfléchis et qui a été un frein quelque part de jamais avoir d'interaction physique avec les gens de l'écosystème. C'est quelque chose qui me manque aussi de mon côté. Et donc voilà, c'était un second bouquin que j'ai jamais, on va dire, commencé tout court, qui me permettrait de faire la rétrospective sur tout ce qui s'est passé ces 5 dernières années en crypto. Peut-être que je le ferai justement dans quelques années de plus, une fois que j'aurai bouclé la boucle, que je serai peut-être aussi passé à autre chose. Et voilà, ça mettra un point final à tout ça. Je sais pas. Je sais pas du tout si je l'écrirai. Quelque part aussi, quand on écrit un peu son autobiographie de son aventure, ça fait un peu prétentieux. Il y a des trucs positifs, il y a des trucs négatifs. Enfin, il y a toujours des trucs à dire, tu vois. Donc, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Fais-toi un masque comme Rabin des Bois, ouais, pourquoi pas. Non, mais franchement, si je viens sur un meet-up, voilà, c'est pour en profiter à part entière, pour pouvoir parler, potentiellement être intervenant si on me demande d'être intervenant ou mon avis sur quoi que ce soit. Je suis toujours pas expert crypto ou expert en trading ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que d'avoir des gens comme ça autour de moi, quand on reçoit Bitcoin, quand on reçoit des CEO, etc., et de pas pouvoir en profiter en physique quand eux-mêmes ils sont sur des meetings, c'est ça qui est un peu dommage de mon côté, quoi. Et bonne année à tous, hein, pour ceux qui étaient pas là ou avec lesquels on s'était pas vu entre temps. Bonne année à tous. Ça, c'est une bonne question aussi. Est-ce que tu penses que les banques, notamment françaises, seront plus enclines à accepter les achats spot de crypto maintenant que les ETF sont acceptés aux US? Il y en a déjà. Je ne vais pas donner de nom parce que j'ai pas spécialement envie de donner de nom de banques françaises qui sont un peu plus crypto-friendly, voire très crypto-friendly pour certaines. Je crois que d'ailleurs, c'était la banque qui a été retenue par Cube3, l'incubateur de Angers de Valentin, enfin pas que Valentin, mais il est CEO. Donc il y en a une, je vous laisse vous renseigner de votre côté, qui était très crypto-friendly pour le coup en France, qui vous accompagne même autour de ça. Après, certainement que une fois qu'aux États-Unis, les portes sont en train de s'ouvrir, en France, on l'a vu avec Forge, Société Générale et d'autres, petit à petit, le vent est en train de tourner. Pour autant, est-ce que si tu sors 50 ou 100 000 euros aujourd'hui sur ton compte en banque, depuis un échangeur sur une banque française, tu as une chance sur deux, peut-être deux chances sur trois, de te faire emmerder, de te faire clôturer ton compte arbitrairement et tout ce qui s'ensuit. Et d'avoir le fisc qui vient te demander des comptes par corollaire. Donc voilà, comme d'habitude, tout va dépendre de la relation que vous avez avec vos banques, des flux. Si vous êtes au RSA et que vous faites 50 000 en trading, ça va être assez difficile aussi à justifier, et même auprès de la CAF d'ailleurs, donc faites attention. Mais voilà, si vous avez des bonnes relations avec votre banque et que la banque n'est pas anti-crypto, ça se passe de mieux en mieux, même en France. On ne va pas dire le contraire. La banque postale, je ne sais pas. Je crois qu'ils ne sont pas anti-crypto, la banque postale, mais est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils ne sont pas bons par rapport à ça? Ça peut même dépendre d'un simple chef d'agence, hein, d'un simple directeur, hein. Des fois, c'est un peu chiant, hein. Tu as un directeur dans une région qui va te dire A et un directeur d'une autre région qui va te dire B et qui va te clôturer, hein. Il y a Oubia qui nous dit qu'il a aucun problème pour les virements banque postale. Ben, plutôt une bonne nouvelle.
Mais, il y a pas qu'eux, hein, il y en a d'autres, hein. Est-ce que j'ai déjà cash out? Est-ce que la flat tax dérange pas trop? Oui, j'ai déjà cash out et ben, après la taxe, tu la sais d'avance. Donc, à partir du moment où tu sors de l'argent, que ça soit une plus-value boursière ou de la crypto, tu sais que tu te fais tanner à 30. Donc je veux dire, quand tu sors, 1 000 €, ben, voilà, tu vas avoir tes 30 qui partent. Si après tu es pas d'accord avec ça, eh bien, tu te domicilies ailleurs, quoi. C'est aussi simple que ça. Mais ça reste, un cadre, qui malgré tout a le mérite d'exister. Après, je comprends les gens qui disent, voilà 30. Moi, en fait, ce qui m'embête un peu par rapport à la France en particulier, c'est pas l'impôt. L'impôt, il y en a plein qui diront: «Oui, on est trop imposé en France» et cetera. C'est le cas. C'est factuellement le cas puisque on est les champions européens, voire mondiaux de l'imposition. Donc ça, c'est même pas un débat. Moi, ce qui m'a embêté par rapport aux cryptos, c'est que pendant très longtemps, on n'était pas du tout considérés. On était considérés comme, les rebuts de la société presque, ceux qui avaient des cryptos et pour autant, il fallait immédiatement, dès que tu passais à la caisse, donner les 30. Donc en gros, on m'aurait dit: «Tu donnes 30 et on redistribue cet argent dans des cryptos start-up. On fait tout pour que dans le pays, tout soit carré, tout soit nickel au niveau de cet accompagnement, de la recherche en blockchain, des incubateurs comme celui de Angers, et cetera. Petit à petit, c'est en train d'être fait à certains niveaux, mais c'est plutôt ça, en fait, qui m'a dérangé par rapport aux 30. Après, en soi, ben, l'imposition, elle est ce qu'elle est et voilà, c'est comme ça. Et Isonips qui dit: «Où tu fraudes et tu serres les fesses». Honnêtement, maintenant, avec les moyens de contrôle qu'ils ont, le fisc en France, si tu sors 1 000 € et que tu les déclares pas, il y a excessivement peu de chances qu'un jour tu aies le FBI qui enfonce ta porte. Si tu commences à sortir du 50 ou 100 K et que tu déclares rien, il arrivera ce qu'il arrivera et ça arrivera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, mais tu as toutes les chances de te faire, voilà, justement les fesses. Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle pour après être, emmerdé pendant je sais pas combien ça dure un contrôle fiscal, mais il y en a qui parlent d'années. Pendant des années, ils te passent à la moulinette. Franchement, je sais pas, hein, si ça vaut le coup, enfin, personnellement, clairement, j'irai jamais vous encourager à ne pas déclarer ou des trucs comme ça, hein. C'est pas ici que vous entendrez ça, hein. C'est vrai, ça pourrait être une taxe, qui serait progressive, Jérémy, effectivement, en fonction des flux, en fonction du montant, de la capacité de la personne. Parce qu'après, c'est con, hein, mais tu peux avoir quelqu'un qui est au SMIC, qui a à peine, 1 300 € qui rentrent tous les mois sur son compte. Il avait quelques économies de côté, il a mis 5 000 balles sur Shiba ou j'en sais rien. Le mec, il sort un demi-million ou il sort 1 million. Comment il va le justifier derrière? Il va dire: «Ouais, ouais, j'ai acheté un token de chien et je suis devenu millionnaire». Le fisc, il va péter un boulon, la banque, elle va péter un boulon, tout le monde va péter un boulon et les voisins, quand le mec, il va arriver en lambeau dans son quartier miteux, ils vont péter un boulon. Enfin, je vais loin, je grossis un peu le trait, mais vous avez compris, quoi. Donc, c'est vrai que, voilà, il y a un truc un peu, 30 et encore 30 ça pouvait être plus si tu étais considéré comme professionnel, donc je te raconte pas le délire. Tu déclares que les plus-values, la réponse, enfin, je sais pas pareil si c'est une question ou si c'est une affirmation, mais oui, tu déclares que les plus-values. Si tu as acheté, 1 000 € de bitcoin et qu'à la fin de l'année, tu as 800, ben tu es en perte, donc, dans tous les cas, tu déclares tes plus-values une fois que tu les as actées, c'est-à-dire que tu sors de la plus-value sur ton compte en fiat. Donc si tu as fait, si tu as mis 1 000 €, que tu as 1 500 € et que tu sors 500 € de plus-value tout en laissant les 1 000 € tourner, tu vas payer 30 sur les 500 balles. Je connais un plombier qui s'est fait balancer au fisc il y a quelques années. Ils ont relevé tous les vêtements, objets de marque qu'il avait à la maison. Ils lui ont demandé de justifier comment il s'est payé ça avec un salaire déclaré de 1 400 par mois. Il s'est fait ouvrir en deux, 30 K de redressement début décembre. Ouais, c'est ça, hein, c'est quand tu te prends un redressement, tu te fais ouvrir. Et des fois, le pire, c'est que tu peux te prendre un redressement alors que tu étais pas de mauvaise foi, hein. C'est juste, enfin, je veux dire, ça peut être un décalage de, quelques milliers d'euros par rapport à une grosse somme. Ça peut être, il y a 3 ans, tu avais pas bien déclaré un truc, bon endroit, bon moment. Ça peut être plein de trucs.
Et de ce que j'ai compris, le fisc, en fait, quand ils te surveillent, ils te mettent un peu en, comment dire, en surveillance pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils ont le temps long et parfois le marteau, il vient te frapper un peu à retardement. Au moment où justement tu penses que tu es complètement clean, que tu as oublié qu'il y a 3 ans, tu avais oublié de déclarer un truc ou tout. Enfin, et eux, ils ont leurs outils pendant ce temps-là qui progressent. Ils ont l'IA, ils ont le recoupement des données, ils ont l'accès à toutes les données. Donc à partir du moment où tu veux jouer au plus fin avec une personne en face, si tu joues à cache-cache qui sait exactement ce que tu as caché, où, comment, pourquoi, quand tu l'as dépensé, c'est jouer au con pour rien, quoi. C'est dommage. C'est Lucien Laboiserie qui est en plein contrôle fiscal depuis des années. Ouais, ouais, non, mais ça m'étonne pas. Il y en a plein, hein, des entrepreneurs français. Du moment que tu es un personnage public aussi, tu as énormément plus de chances de te faire contrôler. Donc, même moi, de mon côté, franchement, je m'attends à tout moment, un jour ou l'autre, à me faire contrôler. Juste parce que j'ai été CM et juste, voilà, parce que j'ai gagné de l'argent et enfin, c'est comme ça. Donc, j'essaie de faire les choses le plus carré possible et si un jour, j'ai quoi que ce soit, eh ben, j'essaierai de collaborer de la façon la plus, carrée possible. Mais, c'est un truc qui arrive même aux personnes, qui n'avaient pas du tout essayé de mettre, de poussière sous le tapis ou de trucs, c'est comme ça. Et quelque part, le fisc, c'est normal aussi. Ils vont venir vers des personnes, qui ont des flux, de capitaux un peu plus importants. Comme on disait tout à l'heure, il y a excessivement peu de chances que tu te fasses contrôler si tu as pas déclaré tes 1 000 € de plus-value que tu as cash out, voilà, ça va être à partir de montants un peu plus sévères, quoi. Faut que eux aussi, ça soit rentable de leur côté de venir diligenter une énorme action, de mettre des personnes sur un dossier, de faire plein de recherches, etc. Et pour ce qui est de la crypto en particulier, là où c'est complexe, c'est que derrière, ils vont devoir faire des recherches assez poussées sur des wallets parfois non custodiales, retracer tout ce qu'il y a par rapport à des wallets KYC. Pourquoi, comment. Alors imagine un peu le foutoir si en plus tu as investi dans des projets, refaire le retracement des contrats, de quand est-ce que tu as vendu, de quel token et pourquoi et machin et bidule. Enfin, c'est infernal le bordel. Bon, je vais prendre encore une ou deux petites questions et ça fait 1h07. J'ai pas du tout vu le temps passer. C'est complètement fou. Quand on parle avec le chat, on s'ennuie pas pour le coup. Bon, le lundi, on s'ennuie rarement, hein. Je pense qu'on s'est jamais trop ennuyé. Mais c'est vrai que c'est le genre de questions-réponses que peut-être, en plus du lundi qui est un peu plus formel, on fera régulièrement, au moins une fois par mois, pour voir si vous avez des questions ou des trucs comme ça, quoi. Est-ce que je fais du sport? Ouais, j'essaie d'en faire quasi quotidiennement, bien que l'emploi du temps ne le permette pas toujours. Mais j'essaie de faire du sport. Et par contre, quand j'ai fait mon 7 sur 7 là, de 2020 à 2021, c'est ça? Non, 2019 à 2021, j'ai fait 2 ans, 2 ans et demi, 7 sur 7. Là, je faisais n'importe quoi. Je mangeais mal, je dormais mal et je dédiais l'intégralité de ma vie, jour et nuit, à CM et ça a failli me coûter beaucoup, jusqu'à ma santé, mon couple et tout ce qui va bien. Donc, ouais, c'est comme je disais tout à l'heure, si un jour j'écris un bouquin, je peux vous dire que c'est une aventure qui est aussi palpitante que quand tu t'arrêtes, tu es vidé, tu plus rien, c'est insane quoi comme aventure. J'ai quel âge? Ben, un certain âge. À ma voix, pendant longtemps, il y a tout le monde qui me donnait 25 piges, j'ai un peu plus que 25 piges, mais voilà, je suis pas de la génération des petits jeunes, je suis pas de la génération des vieux, mais je commence déjà parfois à parler comme un boomer, alors ça m'inquiète un peu. À dire: «Ouais, les jeunes de 20 ans, ils veulent plus travailler, des branleurs, machin». Matrix, c'est déjà il y a 20 ans et ouais, complètement fou. Il y avait une question sur les tokens, performer, Solinge, sont à privilégier dans une allocation pour le futur. Bah, c'est un peu difficile à dire parce que ce qui a bien performé a des chances de continuer de performer, mais ils ont déjà aussi fait des multiples assez importants. Donc quand tu rentres sur un truc qui a déjà fait x10, x20, mais qui a déjà un bull run dans les pattes comme Solana ou Injective et qui sont déjà hautement valorisés, c'est plutôt à quoi tu peux t'attendre pour la suite. Probablement que ça continuera d'être des tokens porteurs pendant le prochain cycle haussier, c'est clair et net,
Mais après, est-ce que la performance va être au rendez-vous dans des proportions aussi importantes? Là, ça devient plus compliqué, tu vois, de répondre. Comment tu gères ta prise de profit quand tu as tes cryptos sur un cold wallet? Eh bien, tu dois l'envoyer sur, une plateforme, ou une app ou peu importe, qui te permet de convertir tes cryptos en euros, en CHF, en ce que tu voudras, en livres sterling et de le virer par la suite sur ton compte, tout simplement. Donc, il y a rien de compliqué, mais il faut juste trouver une plateforme qui te permette de faire cette conversion en euros. En USDT, en gros, ça revient exactement au même, hein. Il te faut trouver un Coinbase, un Kraken, un Binance, un Crypto.com, un Swissborg, un Bitpanda. Je crois qu'aujourd'hui, tous te permettent de convertir ta crypto en euros et de te le virer sur ton compte, hein, sans problème, hein. Et après, en un peu plus décentralisé, tu as Mon Pèlerin. Tu es obligé de revenir sur un sexe, ouais. Potentiellement. Après, est-ce que, en DEX, il y a de quoi faire, de la sortie euro? Ça m'étonnerait, sans KYC. Si, il y a Mon Pèlerin à hauteur de 1 000 € par mois sans KYC, mais sinon, compliqué, hein. Et Mon Pèlerin, franchement, même s'ils sont en Suisse, je sais pas si ça pourra perdurer éternellement, hein, le no KYC, hein. Il y a Monerium, effectivement, ouais, Erratic Ape. Mais Monerium, tu es d'accord que tu passes un KYC pour ouvrir ton compte Monerium, puisqu'il y a un IBAN derrière. Oui, c'est décentralisé, Mon Pèlerin et Monerium, mais il y a un KYC. Ouais. Après, honnêtement, c'est là où je me place d'un point de vue de la banque. Si tu fais no KYC et que tu as des flux récurrents qui arrivent sur ton compte en euros et que tu peux pas le lier au fait que ce compte t'appartenait bien, c'est-à-dire à un KYC, franchement, là, la banque, ils peuvent vraiment te faire chier, à mon avis, hein. Donc, c'est plutôt d'un point de vue de la régulation qui s'est mise en place au travers du temps que je serais un peu plus frileux par rapport à ça, et notamment par rapport à Mika en Europe. Après, c'est le dernier rempart, on va dire. Bon, sur ce, mesdames, messieurs, merci d'avoir participé. Ça fait 1 h 15. J'avais prévu de faire une petite demi-heure et au final, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. On va essayer de faire ça régulièrement, de pouvoir parler en plus du live du lundi, un peu plus en one-to-one en direct. Et merci encore à tous d'être là au quotidien, d'être là sur YouTube et partout ailleurs, et en espérant que 2024 nous apporte de belles surprises de la même façon que 2023 et que ça sera porteur pour tout le monde, tout en ayant bien en tête que effectivement les marchés, hein, c'est très difficile, et le marché crypto et la couche de risque par-dessus le risque, c'est aussi la beauté du truc, mais ça reste voilà quelque chose d'assez complexe à appréhender. Donc prenez toujours énormément de recul sur tout ce que vous faites et essayez de bien vous renseigner avant de faire quoi que ce soit. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis peut-être à demain du côté de YouTube, mais peut-être que je mettrai ce replay du coup en émission et on se retrouvera probablement lundi pour la quotidienne. Très bon week-end à tous, très bonne soirée et à plus. Ciao, ciao.